Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Token Talkers. Aujourd'hui, on reçoit Elliot qui va nous parler de plein de choses. On va parler argent, on va parler Web3, on va parler d'épines, plein de sujets à voir ensemble. Elliot, comment est-ce que ça va? Bah, ça va nickel, hein. Merci pour l'invitation. En plein bull run, en plein building de projet, donc il se passe plein de choses, ça accélère, donc on est au top. Yes, on a vraiment de la chance de t'avoir. On en discutait avant parce que bah, t'es complètement sous l'eau. Là, t'es dans des beaux projets, donc un gros projet. On va en parler. Et justement, bah, t'enchaînes. Donc, bah, super content de pouvoir échanger avec toi en tout cas. Trop cool. Trop cool. J'aimerais bien, moi, qu'on starte avant d'aller justement dans ces projets, qu'on starte avec toi, savoir un petit peu justement quel est ton parcours, qui je le connais est atypique et rempli de hauts et de bas, comme Ouais. un beau marché crypto. J'aimerais bien que tu m'en dises un petit peu plus sur bah, qu'est-ce qui est passé dans ton parcours pour que tu en sois là où tu es aujourd'hui. Yes, carrément. Alors, c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique sur. Bon, j'ai fait pas mal d'argent, faut se le dire, mais surtout, j'ai commencé par l'investissement. Et aujourd'hui, vu que j'ai un patrimoine assez confortable, bah, je me tourne vers l'entrepreneuriat qui demande quand même beaucoup d'énergie parce que j'ai ce confort à côté. Donc, concrètement, comment j'ai réussi à, on va dire, assez performer d'un point de vue investissement. Euh, En fait, je me suis toujours renseigné à comment faire de l'argent avec de l'argent. Au début, pour te dire, je faisais des paris sportifs à l'étranger. Donc, je pariais hors argel pour avoir des meilleures cotes. Et puis, il y avait Asher qui faisait ça aussi de son côté. Et donc, je tombe sur des vidéos d'Asher qui commencent à switcher un petit peu sur la crypto. Je me rappelle, il avait fait peut-être une vidéo Ethereum à 7 dollars ou des trucs comme ça. À l'époque, j'étais encore mineur. Donc, voilà, je m'y intéressais. Puis, la crypto, tu t'y intéresses, tu repars, tu reviens. Et au final, à force d'être dans la crypto à fond, sans mettre d'argent, juste en faisant des faussettes ou des trucs comme ça à l'époque, eh bien, j'ai investi dès que j'avais un petit peu d'argent, donc notamment en 2019 quand j'étais en alternance. Donc voilà, je mettais, on va dire, 300, 400 euros par mois pour faire une stratégie assez classique SHAD. Donc, tu achètes des altcoins, tu fais un x2, tu revends la moitié, etc. Tu dupliques un petit peu. Et puis, arrive le crash Covid 2020. Et là, en fait, je me dis, OK, Elliot, c'est l'opportunité de ta vie. Tout, quitte à risquer tout, bah, risque tout, c'est pas grave, on verra bien. On voit Ethereum descendre sous les 100 dollars. Je prends toutes mes économies, donc j'avais 4000 euros, sachant que j'avais cumulé pas mal de travail à l'époque pour économiser tout ça. Donc c'est vraiment self-made 4000 euros, tu vois. Donc je fais all-in sur Ethereum. Donc en gros, j'en ai une quarantaine. Et voilà, pour parler concret, première année, je fais de 4000 à 100 000. Deuxième année, je fais de 100 000 à 1,8 million. C'était vraiment mon plus haut. Après, bear market, il y a eu des scams, des trucs comme ça. Donc, j'ai perdu énormément, hein. Je suis redescendu vers les 500 000. Plus derrière encore, il y a eu FTX, enfin, plein de trucs qui ont été assez compliqués. Voilà, du coup, je suis parti de pas grand-chose. Je suis monté très haut, je suis redescendu. Aujourd'hui, ça se passe très bien, mais bon, j'ai décidé qu'en 2024, j'ai arrêté de partager mes chiffres publiquement pour des raisons de sécurité et de privacy. Et puis, de toute façon, j'ai plus grand-chose à prouver, entre guillemets, là où à l'époque où j'avais pas forcément de légitimité. Aujourd'hui, j'ai un livre, je travaille avec des grosses boîtes, j'interviens voilà, dans différents podcasts, etc. Donc, j'ai suffisamment de légitimité pour ne pas avoir du putaclic. Donc, voilà un peu comment j'en suis arrivé à là, vraiment d'un point de vue investissement. Je me suis expatrié, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs. Donc, aujourd'hui, je suis expatrié en Estonie. Et puis, voilà, petit à petit, avec mon capital qui grossit, je me suis dit, OK, ça c'est en place. Maintenant, il me faut un autre stimuli, donc je vais aller côté entrepreneurial. Donc, on va dire, c'est un peu suivi mon parcours où je suis assez, j'ai construit une communauté où j'arrive à, on va dire, rassembler des gens pour faire des projets. Donc, on peut parler de levée de fonds également. Et du coup, aujourd'hui, je suis un peu business angel, on peut prendre ce terme-là pour la société Frigom, qui grossièrement est une société d'infrastructure Internet qui permet de scale tout le Web 2 et tout le Web 3. On peut parler même de layer-3 si tu veux, où tu as plein de projets aujourd'hui, c'est des layer 1, layer 2 qui essayent de concurrencer Ethereum, Solana, peu importe. Bah, nous, on est un layer-3
qui permet justement de scale toutes les blockchains existantes. Donc voilà, ça c'est vraiment une dimension. Et mon rôle aujourd'hui, alors je suis avant tout investisseur, donc c'est pour ça que je peux en parler un petit peu plus librement puisque je ne suis pas CEO. Et puis derrière, je m'occupe de cette levée de fonds actuellement et potentiellement derrière continuer avec eux parce que le côté entrepreneurial, c'est vraiment un truc qui me passionne. Et comme je t'ai dit en off, il y a quelques grands noms qui commencent à nous rejoindre dans ce projet. Ouais, incroyable, incroyable. Mais c'est vrai que ce parcours, il est atypique, ouais, parce que c'est vrai qu'en général, les gens ils se disent, bon, ok, comment est-ce que je vais faire du cash? Comment est-ce que je vais build une entreprise ou comment est-ce que je vais engranger de l'argent, me faire un capital et ensuite je vais l'investir. Mais Oui, toi, t'as pris la chose à l'envers où tu te dis, non, en fait, je veux que ces investissements, déjà, ils explosent. Et c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui grâce aux cryptos, justement, comme tu l'as dit, qui n'était pas possible il y a 30 ans, en tout cas, c'était un peu plus long. Si tu avais tout mis sur le S&P ou si tu avais mis sur le CAC oui, 40, oui. ça aurait été un peu plus long. Mais, mais du coup, ouais, et tu as même décidé aussi, justement, de faire un livre par rapport à ça. Est-ce que tu veux nous en dire plus, ouais, par rapport à ça? Je sais que c'est un best-seller, hein, il a été vendu à beaucoup, beaucoup d'exemplaires. Ouais, c'est ça. Attends, je l'ai ici comme ça, je le montre un petit peu. Donc, on est sur un Yes. livre physique, hein, dispo sur Amazon. Donc, ça s'appelle Qui crée l'argent? Pour te dire un peu comment j'ai voulu écrire un livre. En fait, c'était bear market. Je perdais beaucoup d'argent tous les mois. J'avais pas grand-chose à faire, donc j'ai travaillé sur moi-même, introspection, etc. Et puis, je me suis dit, bon, j'avais déjà commencé à lancer ma chaîne YouTube en 2020, parce qu'en fait, à l'époque, je me disais, j'ai pas trouvé de référents qui sont partis de peu et qui ont réussi à faire beaucoup d'argent. Donc, je me suis dit, si un jour je deviens riche, eh bien, j'aurai ça que j'aurais documenté, tu vois, un peu en mode social proof. Et du coup, ça s'est bien passé sur le premier bull run. Donc, j'ai, on va dire, gagné en expérience et en légitimité. Ensuite arrive le bear market et je me dis, bon, ok, je vais commencer à mettre sur papier un petit peu tout ce que j'ai en tête. De base, je voulais potentiellement faire une formation. Au final, ça s'est tourné plutôt en livre. Et puis voilà, donc pendant à peu près 8 10 mois, j'ai vraiment écrit à fond. Je me suis fait accompagner de personnes, on va dire, professionnelles pour comment écrire un livre, comment tu le structures, etc. Euh, En gros, les 6 premiers mois, ça allait, tu vois, j'avance bien. Tous les jours, je fais un certain nombre de mots, etc. Donc, c'est plusieurs méthodes à utiliser. Et puis, à la fin, je stagnais à fond. Et j'ai décidé de passer sur la dictée vocale pour terminer le livre. Et en fait, avec la dictée vocale, j'ai transmis énormément d'émotions. Et du coup, ça se ressent sur tous les avis que j'ai sur Amazon. Aujourd'hui, j'ai plus d'une centaine d'avis. Donc, ça a tourné un peu le livre en mode, voilà, c'est l'argent, ça peut être un peu ennuyant, mais il y a une partie un peu mindset où je partage des émotions et ça a beaucoup plu. Et concrètement, dans mon livre, je parle euh, toute l'histoire de l'argent. Donc, on parle de euh, l'apparition de tout ce qui est euh, coupons, on va dire, qui se sont transformés en billets. Concrètement, pour faire un point rapide, au début, c'était les orfèvriers, donc les bijoutiers qui gardaient l'or des aristocrates dans les ports. Au final, l'or des aristocrates se déplaçait de moins en moins parce que c'était chiant, c'est lourd, etc. Donc, les orfèvriers, ils ont commencé à émettre des sortes de coupons qui étaient nominatifs. Puis, ces coupons sont devenus, ils ont enlevé cette notion de nominatif. Donc, tu avais des sortes de coupons échangeables pour te dire, voilà, je te donne ça, donc tu as accès à X kilos d'or ici. Donc, au final, ça, petit à petit, ça s'est transformé en billets de banque bien, bien plus tard. Mais c'est un peu comme ça qu'est apparu l'argent. Je parle aussi de l'apparition de la carte bancaire, apparition des crypto-monnaies, etc. Donc, c'est vraiment gros point sur l'histoire de l'argent qui me passionne assez. Euh, Principalement, c'est comment des mecs un peu élitistes, enfin l'élite d'aujourd'hui, font pour gagner de l'argent sans rien faire. En gros, ils mettent de l'impôt, ils gèrent l'inflation, etc. Donc, c'est vraiment ça que je voulais comprendre. Donc, j'ai vraiment creusé à fond. Et puis, ensuite, j'en viens dans le livre à tous les placements qui existent un peu dans le monde pour faire un gros point global. Et puis, tout ce qui est possible de faire en crypto-monnaie. Alors, le livre date du coup de 2022, mais ça reste toujours d'actualité parce que je ne suis pas rentré dans le détail des narratifs, des choses comme ça, mais plus les façons d'investir.
grossièrement, on peut acheter un actif, donc une crypto-monnaie. Par exemple, tu achètes du Bitcoin. Il y en a qui le considèrent, comme dans tous les bull runs, on a cette image de j'achète l'or, donc j'achète du Bitcoin. Tu as ceux qui vont acheter, on va dire, la pioche, donc les mineurs de Bitcoin. Donc tu peux acheter une machine qui va valider des transactions. On peut parler aussi de stacking, de validateur, de proof of stake. En tout cas, c'est une autre façon d'investir dans la crypto-monnaie. Et puis après, tu as d'autres trucs encore derrière. Si je prends l'exemple de Freegum, où Freegum, c'est un peu, tu construis les pioches, par exemple. Donc, tu es vraiment un next step où tu héberges les validateurs de blockchain. Donc, il y a encore un step au-dessus. Bien sûr, c'est un peu moins accessible. Mais voilà, dans ce livre, je passe vraiment histoire de l'argent. Euh, Quels sont les investissements aujourd'hui qu'on nous propose dans le monde entier? Et puis, quels sont les investissements possibles en crypto-monnaie? Parce que, comme tu sais, il y a plein de trucs. Ça fait des ICO, investir en equity, donc dans la part d'une société qui va émettre une crypto-monnaie. On peut investir dans des machines de minage. Enfin, bref, il y a plein de façons d'investir là-dedans. Donc, c'est un peu tout ça qu'on trouve dans mon livre. Ok. Et toi, si tu devais déterminer, entre guillemets, euh, la valeur, enfin, c'est pas la valeur, c'est plutôt à quel point toi, comprendre justement tous ces mécanismes que tu expliques, à quel point est-ce que ça t'a aidé dans ta casquette d'investisseur et pour justement générer de l'argent. Est-ce que tu te dis, OK, j'ai eu besoin de deux, trois de ces principes pour faire de l'argent. Est-ce que tu les as tous utilisés? C'est quoi un petit peu, tu vois, à quel point est-ce que Ouais. toi, ça t'a aidé justement? Bah, si tu veux, tous les retours que j'ai de mon livre, parce que du coup, je parle de ma personne, comme voilà, je suis parti de pas grand-chose. Tu gagnes énormément, ta psychologie évolue, même d'un point de vue business où bah, j'ai perdu beaucoup d'argent en m'associant avec des mauvaises personnes, en faisant des mauvais choix. J'étais jeune, je suis encore jeune, naïf, et tu es un peu la proie quand tu as pas mal d'argent. Et du coup, ça permet de grandir assez vite. Mais on va dire le seul principe qui pour moi a toujours compté, et je l'ai vu du coup avec mes lecteurs, avec ma communauté qui me font beaucoup de retours, c'est vraiment la partie déclic et passage à l'action qui manque chez la plupart des personnes. Et c'est pas forcément de se dire il me faut la meilleure stratégie pour investir. Non. J'ai une personne de mon entourage qui a 14 ans, qui s'intéresse beaucoup au monde de la crypto-monnaie ou même d'autres secteurs, peu importe. Mais en fait, il va me demander des choses, je vais le conseiller entre guillemets, mais même s'il fait des trucs qui pour moi n'ont pas d'intérêt et il va perdre de l'argent, bah, je lui dis pas directement non, ne fais pas ça. Je lui dis bah, essaye, mais fais attention combien d'argent tu mets, etc. Parce qu'en fait, c'est justement le fait de se tromper, ça va te permettre d'évoluer. Et si on te dit voilà, c'est cette stratégie, fais ça, bah, en fait, si tu n'as pas appris à le faire et tu n'as pas pris de l'expérience pour prendre conscience que cette stratégie est importante, en fait, tu vas peut-être faire ça, puis ça et ça. Tu vas louper des trucs et tu vas faire des trucs de ton côté du style, tu vas combiner, ok, tu vas faire du DCA, mais c'est boring pour toi, donc tu vas faire du levier à côté. Le levier, tu vas te faire défoncer. Donc au final, ta stratégie DCA, elle est peut-être intéressante pour toi, mais comme tu perds 20% de ton capital Ouais. ici, tu sous-performes globalement. Donc au final, c'est vraiment tester et passer à l'action. Donc pour passer à l'action, il te faut un peu un déclic. Donc dans ce livre, bah, quand tu comprends l'écosystème de l'argent, l'inflation, comment est créé l'argent, comment l'élite s'enrichit, bah, tu dis, ah ouais, au final, je suis peut-être pris pour un con. Donc, il faut que je passe à l'action et que je gère mes finances tout seul. Donc, pour moi, c'est la seule dimension qu'il faut, c'est passer à l'action. Et je ne suis pas là à te partager des stratégies. J'ai une stratégie qui me convient où moi, là, je dois être à 80% crypto de mon patrimoine et 20% startup. Donc, c'est vraiment le profil complètement risqué. Pourquoi? Parce que j'ai aussi des rentrées d'argent conséquentes qui me permettent d'avoir ce profil d'investisseur. Mais ça ne correspond pas du tout à tout le monde. Donc, il faut agir. Et en agissant, bah, tu fais des erreurs, mais tu apprends sur ta personne comment tu veux investir long terme. Et du coup, tu évolues de cette façon. Donc, pour moi, c'est vraiment déclic, passage à l'action, tu essayes plein de choses et puis tu vas voir quelle stratégie peut s'adapter à ton profil, quoi. Ouais, c'est ultra intéressant. Je rebondis sur ce que tu dis, le passage à l'action, parce qu'en fait, tu parles aussi de profil et c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte à quel point, en fait, on a chacun intrinsèquement un profil investisseur qui va être différent et comme tu dis, on va plus ou moins aimer le risque. Il y en a qui vont dire: «Bon, bah, OK, moi je veux 5 de mon patrimoine, qui est très risqué,
15% qui va être moyennement risqué et tout le reste, pas du tout risqué, très peu. Toi, à l'inverse, justement, bah, voilà, tu as 80% de ton patrimoine en crypto. C'est pas tout le monde qui a ça, encore plus. Enfin, si tu as 80% de ton patrimoine en crypto et que, entre guillemets, tu pèses 10K, c'est pas pareil que quand c'est des centaines de milliers. C'est encore une fois, comme tu dis, au niveau psychologie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, des façons de gagner de l'argent, des façons de s'enrichir, il y en a des milliers, peut-être même des millions. Et le fait de comprendre en fait déjà la base de tout ce qui est, bah voilà, en fait, qu'est-ce que c'est l'argent, c'est quoi, comment ça fonctionne, et de voir un petit peu, de balayer toutes les façons qu'on a d'en gagner pour comprendre aussi la psycho, bah, ça va aider les gens. Et je te rejoins à 100% sur le fait de dire, dans tous les cas, même si tu veux investir 10 $ dans une crypto, parce qu'en fait tu sais pas trop, ben vas-y, fais-le juste, et tu vas voir, et tu vas comprendre. C'est ce qui se Ouais, passe aussi avec beaucoup d'influenceurs crypto, entre guillemets, qui disent: «Ouah, il y a cette crypto là, elle va exploser, c'est génial». Mais en fait, les gens, ouais, OK, ils trouvent comment acheter, mais acheter, c'est pas le plus c'est pas le plus dur en fait, hein. ouais, C'est bien revendre, revendre, comme tu dis, avec des stratégies qui sont établies, et ouais, quand tu achètes, le but c'est de se dire: c'est quoi mon plan que je vais faire avec ça? Je vais acheter, à quel moment est-ce que je vais revendre, peut-être 20%, 30%, 50%, quels sont un peu les scénarios possibles, et de s'en tenir le plus possible au scénario. ouais. Et Bah, avec pour ma les gens, communauté, j'ai ouais, beaucoup de messages du type. Bon, après, moi sur YouTube, voilà, j'ai pas beaucoup de. Je suis pas mainstream, je vais pas faire ouais, top 5 crypto-monnaies à acheter, tu vois. Je fais plus apport de bien sûr, valeur, du coup, j'ai plus des personnes très qualifiées qui me suivent. Mais du coup, j'ai quand même pas mal de messages en mode quels sont tes altcoins, quel est ton portefeuille crypto. En fait, je peux le partager, ça ne me dérange pas, mais ça sert strictement à rien parce qu'il y a peut-être des cryptos où je suis déjà x100 dessus, tu vois, je dis une connerie. Il y a peut-être des cryptos où j'ai été airdroppé, donc je les ai eu ouais, gratuitement. Donc si je devais refaire mon portefeuille avec de l'argent neuf, bah, je ne ferais peut-être pas de la même façon. Donc ouais, partager un portefeuille sans partager la stratégie derrière. En plus de ça, si tu partages ta stratégie, tu es sûr à 100% que la personne ne va pas copier à 100% puisque ce n'est pas ses convictions. Donc, ça n'a ouais, pas vraiment d'intérêt de juste partager des crypto-monnaies qu'on a, quoi. ouais, ouais. C'est sexy, sur le papier, de dire, ouais, nouveau potentiel x100 sur cette crypto, mais Ouais, au final, enfin, derrière, on sait très bien que si le job il est pas fait, et en plus c'est le job qui est pas sexy en fait. Les gens sont ultra excités quand ils achètent une crypto, mais ils sont pas du tout excités quand il faut regarder les graphes, regarder, OK, on a à combien sur CoinMarketCap? Ah OK, qu'est-ce qui se passe? Les news, et c'est pas du tout, il y a plus du tout d'énergie, d'excitation, donc c'est pour ça que les moi, gens en général ils disent actuellement, comment? j'ai une stratégie qui, pour moi, me convient, mais je sais, elle est hyper ennuyante et la plupart des personnes ne vont pas être satisfaites. Moi, ça me convient puisque justement, en ce moment, je travaille pas mal. Du coup, j'ai pas beaucoup de temps à louer sur mes investissements, malgré que c'est ce qui me fait vivre, entre guillemets. En gros, stratégie simple. Bon, disons que je suis quasiment exposé à 100% en crypto, j'ai pas d'USDT. Donc là, je vais te dire, j'ai peut-être 60% sur Ethereum, 30% sur Solana et 10% sur des alts. Bon, Solana, c'est un alt, mais bref. Par exemple, je sais pas, j'ai peut-être 2% sur le Dogecoin, ensuite 0,5% là, 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 etc. Et du coup, ma stratégie, c'est simple, c'est que je mixte, on va dire, le ruissellement des capitaux. Donc d'abord Bitcoin, puis Ethereum, puis Altcoin. Donc là, je suis sur la phase plutôt au milieu où j'ai pas mal d'Ethereum. Je n'ai pas assez surfé Bitcoin, donc j'ai un peu sous-performé. On ne peut pas être au mieux partout. Ouais, J'estime que sur les prochaines semaines, prochains mois, bah, il va y avoir de plus en plus de capitaux dans les altcoins. Donc, pour l'instant, ma grosse poche d'Ethereum, je vais peut-être vendre 1% de mes Ethereum une fois tous les 10 jours. Et je vais me dire, OK, à l'instant T, quels sont les altcoins qui ont des points d'entrée intéressants. Ce n'est pas en mode, OK, cette crypto-monnaie, cette crypto, je veux absolument l'acheter. Par exemple, je crois que c'est ING, où ça fait peut-être 3-4 mois, je veux rentrer dessus. Mais dès que je vends mes Ethereum pour aller dessus, bah, en fait, je n'ai pas de point d'entrée. Le truc, il fait que monter. Bah, ce n'est pas grave, je ne vais pas courir après le train. Mais par contre, je vais rentrer sur des crypto-monnaies où il y a des points d'entrée intéressants. Dans tous les cas, si on est en gros bull run, il y a tout qui va monter. Juste, il faut avoir une stratégie de ne pas courir après le train, prendre des profits, sécuriser, et puis suivre aussi les narratifs. Je pense que c'est ça qui va être important sur la suite, quoi. ouais, ouais, mais à 100%. C'est,
voilà, c'est dans tous les cas pour toutes les personnes qui veulent rentrer sur ce marché, c'est se former, s'informer et sinon c'est juste du casino et puis voilà Ouais, quoi. Enfin, c'est la même chose que d'aller au blackjack c'est ça. ou de la machine à sous quoi. OK, OK, trop cool. Hem, du coup, j'aimerais qu'on aille quand même sur Freegum parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Tu as déjà commencé de le pitcher un petit peu. Si tu peux, peut-être reprendre un petit peu un moment pour réexpliquer aux personnes, qui n'ont pas forcément, tout entendu et comme ça pour que tout le monde comprenne bien. Ouais. Bon, je vais essayer de faire court, parce qu'en gros, soit c'est hyper Prends ton light, temps, soit prends ton assez lourd. temps. Euh, En gros, Frigom ou même Frig aujourd'hui, d'un point de vue plus institutionnel, on va dire, c'est une société qui déploie une infrastructure physique décentralisée. Donc, on parle du narratif d'Épine, même si Frigom, ça, on va dire, ça existe et toute la recherche et développement, elle a été faite depuis 2019. Et c'est plutôt une boîte, une société Web 2, qui choisit de se déployer sur le Web 3 cette année. On est en bull run, il faut en profiter. C'est le narratif d'Épine, mais d'un point de vue même Web 2, bah ça existe déjà, entre guillemets. Enfin, c'est une infrastructure Internet. Aujourd'hui, pour faire simple, pour comprendre comment ça fonctionne Internet, c'est une transmission de données. Donc, transmission de données, c'est plutôt Web 2. Transaction crypto, c'est plutôt Web 3. Mais la finalité, c'est quoi? On envoie une donnée d'un point A à un point B. Aujourd'hui, ça passe par les serveurs comme Amazon Web Services ou Google. C'est des gros data centers. Et dès que tu fais une transmission de données, ça passe par leur infrastructure et puis ça transite, cette transmission de données transite. Ça utilise ce qu'on appelle le protocole TCP/IP, donc IP pour adresse IP, ça veut dire Internet Protocol, c'est l'infrastructure Internet d'aujourd'hui. Malheureusement, cette infrastructure TCP/IP, elle a été déployée en 1983. Donc ça a quand même 40 ans. Et à 40 ans, on n'avait pas la même utilisation d'Internet qu'on a aujourd'hui. Alors, s'il y a des personnes tech qui regardent cette vidéo, des développeurs ou autres, normalement, le TCP/IP, ça leur parle, mais ils n'ont jamais entendu parler de ce nouveau protocole qui s'appelle RINA, R-I-N-A, ou alors ils en ont entendu parler, mais pour eux, c'est trop abstrait, parce qu'en fait, dans leur éducation, dans l'école et même dans leur travail, dans leur job, tout le monde développe sur le TCP/IP. Il n'y a personne qui développe sur RINA parce que justement, ce n'est pas déployé. Mais du coup, pour eux, c'est vraiment abstrait. Et pourtant, RINA, ça a été créé par les fondateurs du TCP/IP. Donc, c'est vraiment les mecs qui ont créé l'infrastructure Internet qu'on utilise aujourd'hui, qui se sont dit, OK, euh, plus ça avance dans le temps, plus les personnes utilisent Internet, plus on a des choses lourdes, du streaming, des vidéos, des podcasts, des blockchains sur Internet, bah, plus le TCP/IP régresse et il y a certaines limites des limites structurelles. Je te prends un exemple concret. Tous les ans, on est obligé de passer de la 3G, 4G, 5G parce qu'on augmente le débit. Parce qu'en fait, Internet, bah, plus c'est lourd et plus ça régresse. Donc, on augmente le débit pour contrebalancer. Et d'un point de vue Web 3, on le ressent. Bah, plus il y a de l'adoption des blockchains, plus ça coûte cher et plus c'est congestionné, donc c'est lent. Donc, on a vraiment des structurations Internet internes. Moi, je ne les connaissais pas à l'époque, mais comme j'ai décidé de racheter un pourcentage de la boîte, bah, j'ai dû me creuser à fond dans le sujet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis expert, on va dire, d'Épine. J'ai lancé un média crypto d'Épine France. Je co-organise le premier événement d'Épine en Europe. Enfin, bref, je me suis spécialisé là-dessus. Et maintenant, aujourd'hui, je peux parler tech, même si à l'époque, j'étais plutôt investisseur côté financier. Donc voilà, il faut comprendre qu'il y a des limites de la structure Internet aujourd'hui. Et Frigom, du coup, utilise ce nouveau protocole Internet qui s'appelle RINA. Alors, quand je dis nouveau, le TCP/IP, c'était en 1980. RINA, c'est en 2008. Donc, ça date un petit peu, mais il faut du temps de développement pour que ça soit au point. Donc, Frigom utilise ce protocole RINA. Et pour le déployer, on va dire, soit tu fais comme Amazon, Google, donc tu crées des gros data centers donc qui coûtent beaucoup d'argent et surtout, bah, c'est de la concurrence à Amazon direct, donc ils vont te manger. Ou alors, soit tu décides, OK, bah, au lieu de faire des gros data centers, on va déployer ce protocole. Alors, quand je dis protocole, ce n'est pas vraiment protocole comme en crypto où c'est plutôt des DApp. Voilà, on va parler de protocole ou infrastructure Internet. On est vraiment sur des layers -3, des sous-couches de sous-couches.
ce qu'on appelle de la deep tech, eh bien, Freegum décide de le déployer dans un petit boîtier, donc un petit serveur, de façon décentralisée. Donc, en plus d'accélérer Internet, de le faire coûter moins cher, eh bien, il va être décentralisé. Ça s'autofinance et ça permet une décentralisation des transmissions de données. Donc, tu augmentes aussi l'efficience comme tu as de la proximité sur ces transmissions de données. Donc ça, c'est à peu près le projet global de Freegum. Concrètement, pour parler Web3, donc blockchain, toutes les blockchains en proof of stake existantes vont en profiter. On ne parle pas d'un layer 1, on ne parle pas d'un layer 2, on parle vraiment d'un layer -3. Concrètement, tu as les blockchains, donc 0, 1, 2, 3 en layer. Tout ça, c'est le Web3. En dessous, tu as le Web2. Et en dessous, on va dire, tu as le TCP/IP, l'infrastructure Internet, et RINA, donc Freegum, entre guillemets. Donc, on parle vraiment d'un layer -3 qui permet de scale tout ça. Freegum ne remplace pas le TCP/IP. En fait, Freegum, grâce à RINA, va encapsuler le TCP/IP pour le faire transiter plus vite et moins cher. Donc, le but, ce n'est pas de dire on va remplacer Amazon, on va remplacer les grosses infrastructures, c'est plutôt on va bosser ensemble. Comme en crypto-monnaie sur la blockchain Ethereum, tu peux avoir des W Bitcoin, c'est des vrais Bitcoin, c'est le même principe. En fait, tu encapsules le TCP/IP et tu fais le transiter plus vite. Donc concrètement, sur toutes les blockchains en proof of stake, tu vas payer beaucoup moins cher. Ça sert à rien de donner des chiffres comme ça, mais on parle des réductions de moins 30, 50, voire plus en termes de pourcentage sur le frais de transaction on-chain. Là, on l'a vu il y a quelques jours, il y a eu une mise à jour Ethereum pour les Layer 2 qui payent beaucoup moins de frais de transaction. C'est le même principe, mais en gros, ça va être automatique et l'utilisateur final ne va même pas s'en rendre compte et ne va même pas décider s'il passe sur RINA ou TCP/IP. Enfin, c'est automatique. Un exemple concret, aujourd'hui, si tu es en 5G sur ton téléphone, tu te connectes à Google. Si jamais tu n'as pas d'accès Internet, ton téléphone va rétrograder en 4G. Il va chercher un autre accès avec un débit moins fort, entre guillemets. Voilà, c'est le même principe. Si RINA est déployé dans ta zone géographique, en fait, ta transmission de données ou transaction crypto va choisir le chemin le plus efficient, donc le plus rapide et le moins cher. Donc, c'est le même principe où toutes les transactions qui vont passer par l'infrastructure Freegum, donc la limite, j'ai envie de dire, c'est que géographiquement, il faut que ça soit déployé. Donc, ça va prendre un petit peu de temps pour que ça couvre l'ensemble du globe, mais dans un premier temps, là, ça va être les États-Unis dès cette année, potentiellement un petit peu en France. Voilà, c'est vraiment l'objectif de scaler tout Internet. On scale aussi le Web3, donc les blockchains, sur le proof of stake, également sur du proof of work. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails techniques, sur le proof of stake, comment ça fonctionne? En fait, Freegum est hébergeur de validateurs. Donc aujourd'hui, si tu stacks sur Lido Finance en décentralisé tes Ethereum, bien Lido, en fait, ils passent par un autre B2B intermédiaire d'Amazon. Par exemple, il y a Kiln.com, je crois. En gros, c'est un peu le mec qui va centraliser tous les validateurs. Donc, Lido, il stake sur Kiln et Kiln, ils ont besoin de serveurs, vu que c'est du proof of stake. Donc, ils vont aller sur Amazon Web Services, qui sont les plus gros serveurs, donc les moins chers. Aujourd'hui, en tant que particulier, si tu stakes sur Lido, tu vas gagner 3-4% par an sur tes Ethereum. Si Lido décide de venir sur notre infrastructure, donc en fonction de la zone géographique déployée à quel instant, eh bien, l'utilisateur final va peut-être gagner 4, 5, voire 6% par an. Parce que concrètement, grâce à RINA, RINA, tu as le trilemme des blockchains, ça résout les trois en gros. Beaucoup plus de sécurité parce qu'en fait, ton adresse IP n'est pas au grand public, elle est, on va dire, encapsulée. Donc, ça permet d'enlever tous les firewalls, il n'y a plus besoin de firewall. La partie décentralisée, c'est sur le déploiement des serveurs où on aurait pu faire des gros serveurs, mais là, d'un point de vue économique, clairement, la décentralisation, c'est beaucoup mieux. Et d'un point de vue scalabilité, c'est moins cher et c'est plus rapide. Et concrètement, pourquoi c'est plus rapide? Donc, sur du proof of stake, c'est au lieu que Lido valide par exemple 10 nœuds par jour, on s'en fout sur les chiffres, ils vont peut-être en valider 12. Donc à la fin de l'année, ça va faire un petit pourcentage supplémentaire. Pareil sur Bitcoin. Alors sur Bitcoin, donc du proof of work, c'est un petit peu différent, mais le principe c'est le même. On a RINA, on a des algos qui optimisent tout ça. Comment tu l'implémentes dans du proof of work? Eh bien, il faut de la puissance de calcul.
je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bref, ils ont développé quelque chose qui fournit de la puissance de calcul. Et concrètement, ça va permettre d'accélérer d'une certaine façon la blockchain Bitcoin. Alors bien sûr, on ne parle pas d'accélérer les blocs, ou ça, c'est pas possible. Mais par contre, la transmission de données entre les blocs, oui. Concrètement, quand un mineur, c'est le même principe que Proof of Stake, mais sur Bitcoin, on comprend mieux. Quand un mineur découvre la solution d'un bloc, il va dire au réseau, les gars, j'ai trouvé la combinaison, regardez, validez-la moi, et puis on passe au bloc suivant. Eh bien, ça, c'est une transmission de données. Et sur ce délai de transmission de données, comme ça passe par le TCP/IP, eh bien, ça prend quand même un petit peu de temps. Donc, avec Rina, tu réduis cette latence de transmission de données et sur chaque bloc, on va peut-être gagner 5, 10, 15 secondes, mais à la fin de la journée, bah, potentiellement, tu as validé plus de blocs. Donc, tu as réduit la congestion, tu as réduit les frais puisque les gens attendent moins, donc ont moins besoin de payer. Donc, tu as participé à accélérer la blockchain Bitcoin et à payer moins. Sur le proof of stake, c'est un peu le même système. Ça diffère un petit peu, mais voilà, le concept global. Je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus. Ouais, ouais, super. Après, nous, on en avait déjà parlé, donc ça m'aide aussi à comprendre. Mais en gros, les gros points que je retiens qui sont importants de mettre en avant pour peut-être les personnes qui ont écouté, c'est vraiment que j'aime ce truc où cette explication où tu dis on n'est pas en train de rajouter des couches, Oui, on est en dessous, on est vraiment sur des couches, on est vraiment très proche. En fait, c'est quelque chose qui vous allez améliorer la façon dont les informations elles circulent parce que c'est vous ça. êtes entre guillemets voilà du layer -3 comme tu disais. J'aime bien cette phrase parce que c'est vraiment ce qui résume ça et vous aider à ce que entre guillemets voilà les informations elles soient beaucoup plus rapides, beaucoup plus sécurisées, que ça fonctionne mieux. Et voilà en fait c'est vraiment on peut le dire en plus, enfin, ce qui est incroyable, c'est que, enfin, les advisors que vous avez, on parle de voilà, on parle de Louis Pouzin, on parle de John Day, enfin, Ouais, voilà, on ça, on en a parlé, ouais. Du coup, les créateurs du TCP/IP et de Rina, du coup, c'est les mêmes. Bah, ils sont advisors pour Freegum. Donc, on a vraiment ce qu'on appelle les pères fondateurs d'Internet qui sont advisors chez Freegum. Donc, c'est sûr qu'en termes de légitimité, on ne peut pas vraiment avoir mieux. Et ils sont là depuis quasiment le début. Alors, même si le CEO Bernard, il a mis peut-être 1 an et demi à les avoir, parce que du coup, c'est des personnes plutôt âgées en ce moment. Et en gros, pour les approcher, c'est pas t'envoies un message sur Instagram, hein, c'est comme ouais, Vitalik ou d'autres, tu dois passer par leurs avocats, etc. Et là, en fait, la stratégie de Bernard, c'est un acharné. En gros, il est allé à tous les événements qu'ils ont fait pendant plus d'1 an. Genre, tous les mois, il se déplaçait, que ce soit à New York, Australie, je ne sais quoi, pour petit à petit leur mettre l'idée que regardez ce qu'on fait, regardez, on est en train d'essayer de déployer Rina, parce que jusqu'à maintenant, personne n'a réussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut des infrastructures physiques, vu que c'est une infrastructure Internet. Donc, toi, tu fais Amazon, mais là, tu vas te faire manger. Ou soit, tu te fais en décentralisé. Aujourd'hui, personne a, on va dire, la technologie pour pouvoir le déployer. Rina, c'est pas non plus inconnu. Tu as Cardano qui disent l'utiliser, mais au final, ils l'utilisent qu'à 2% parce qu'en fait, ils n'ont pas d'infrastructure physique, donc ça ne peut ouais, pas vraiment fonctionner. Ah oui, parce que j'ai oublié de le dire, mais Rina, ça permet aussi une interopérabilité entre beaucoup de choses sur Internet. Alors, pareil, hein, moi, je suis la personne qui démocratise tout ça, je ne suis pas hyper technique, mais concrètement, au lieu que ça soit un langage de programmation, tu es plutôt sur des principes de programmation. Donc, concrètement, à terme, sur la blockchain, pour parler, le mec qui s'est développé du Solidity, Ethereum ou un autre langage sur Solana, en fait, au lieu de savoir absolument mettre les bonnes lettres, les bons mots, ça va plutôt être titre, corps, conclusion, et ça marche. C'est sur un principe de programmation. C'est un peu comme ça que fonctionnent les layers 0. Bon, les mecs techniques ils vont me dire oh non, c'est pas du tout ça, mais bref, ça illustre. ouais, Et du coup, Rina permet une interopérabilité. C'est pour ça que Cardano en parle, parce que Rina, c'est vraiment le maillon manquant pour l'interopérabilité des layers 0. Donc, ce n'est pas Freegum et Rina qui va permettre on va dire que les blockchains soient interopérables, mais ça va permettre à ce que les layers 0 fonctionnent réellement. Aujourd'hui, les layers 0, Polkadot, Cardano, etc.,
déjà d'un point de vue spéculatif, c'est pas du tout la hype parce qu'en fait, ils sont un peu en retard, ils sont pas dans l'air du temps, ils sont pas mainstream et en plus de ça, ils fonctionnent pas. Polkadot, faut que tu développes ta blockchain sur Polkadot et puis ensuite ça va marcher sur les parachains. Mais si tu es Ethereum, tu vas pas dire OK, on développe sur Polkadot. Non, faut que la blockchain existante puisse fonctionner et soit interopérable sans rien changer. Et c'est ce que Rina permet. Et c'est ce que Frigom permet. Donc Frigom, on n'est pas vraiment, on révolutionne tout. Non, on fournit des outils qui permettent de faire fonctionner tout ça. Et les layers 0 vont permettre de faire fonctionner l'interopérabilité. Et voilà, donc il faut vraiment le voir en mode sous-couche. On est un outil, les gens peuvent l'utiliser. Donc c'est sûr que d'un point de vue business model, quand tu es à la base de tout, tu es résilient, tu as beaucoup de gens qui développent au-dessus de toi, donc ton business il tourne. Qu'on soit en bear market, bull run, ça marche parce qu'on est sur du Web 2. La dimension Web 3, c'est vraiment, là, il y a la hype, donc autant aller sur les blockchains. Mais sinon, c'est vraiment scaler tout Internet, tous les réseaux de transmission de données qui existent. Et c'est là où j'aimerais justement qu'on continue. C'est en gros, il y a il y a des produits. Donc, si on peut parler un petit peu des produits B2C, que vous appelez le frig, c'est ça, ou le fridge? Du coup, comment on le prononce? Le frig. Le frig, ok. Ouais, bon, alors même pour dire plus concrètement, c'est plutôt même le frig home, parce que du coup, c'est à l'intérieur des maisons. Bon, je vais récapituler l'idée globale. Donc, l'idée globale de Bernard, donc le CEO, d'ailleurs, il est francophone, j'ai fait une interview de lui, si ça intéresse, on mettra le lien. Donc voilà, il travaille sur le projet depuis 2019. Et je vais te dire comment l'idée lui est venue. Juste à savoir, Bernard, le mec, c'est un entrepreneur, mais vraiment très poussé. Alors, il n'a pas fait des grosses startups qu'il a revendues, etc. Mais il a eu énormément d'expérience. Du style, il avait monté une fintech, je crois que c'était dans les années 2000 en Afrique. Enfin, des trucs très révolutionnaires à l'époque. Et même dans les années 90, il était à fond sur Internet. Et tu avais les mecs en face, c'était non, le Minitel, ça va marcher, etc. Et lui, il était très Internet. Donc, c'est pour ça qu'il en revient aussi au réseau de transmission de données aujourd'hui, donc Internet. Concrètement, son idée de base, c'était OK, aujourd'hui, les serrures connectées. Donc, quand je vais parler d'objets connectés, on parle surtout aux États-Unis, puisqu'en France, c'est moins développé encore. Mais je pense que tout le monde va y venir. Les serrures connectées, aujourd'hui, elles se font hacker. Pour éviter ce hack, donc vu que c'est en Wi-Fi et Bluetooth, en fait, son idée, c'était on va authentifier le déblocage de la serrure via la blockchain. Mais pour déverrouiller ça, pour émettre une blockchain, eh bien, il faut un serveur. Donc, son idée de base, c'était OK, on a un serveur. Ensuite, il a creusé sur Rina, etc. Et il va se dire OK, sur ce serveur, certes, on va mettre l'authentification via la blockchain, mais on va profiter de ces petits serveurs chez les particuliers pour scaler Internet avec Rina. Voilà, son idée de base, c'était on a un serveur qui permet de sécuriser ta serrure. Et en plus de ça, ce serveur, ça va permettre de déployer une infrastructure Internet. Donc ça, c'est, on va dire, une stratégie de déploiement chez du mass market. On a une serrure et puis ça permet de se déployer chez Monsieur Tout-le-Monde. Aujourd'hui, avec le Web3, donc ça fait quelques années qu'ils bossent dessus. Aujourd'hui, avec le Web3, on va dire que c'est notre stratégie commerciale. Le produit, c'est toujours le même. On déploie une infrastructure Internet qui permet de scale le Web 2 et le Web 3. Mais en Web 3, il y a déjà des projets d'épines. D'ailleurs, le mot d'épine, c'est assez récent quand même. C'est principalement Helium Network qui l'ont démocratisé, on va dire. Donc, c'est des petits boîtiers que tu mets chez toi qui permettent de faire certaines choses. Sur Helium Network, on est plutôt sur l'IoT Network, donc du réseau d'objets connectés, mais on n'a pas hébergeur d'Internet, etc. Enfin bref, c'est assez niché. En soi, ça sert un petit peu, mais pareil, ils utilisent la 5G, donc le TCP/IP. Donc en soi, ils décentralisent juste une partie de Amazon, par exemple, mais c'est vraiment la partie de décentralisation. Il n'y a pas de sécurité en plus et il n'y a pas de scalabilité. Et du coup, Frigom a décidé de se déployer chez le particulier via le Web3 avec des petits boîtiers qu'on appelle le Frigom. Et ce petit boîtier, concrètement, tu l'achètes, tu le reçois chez toi, et puis tu vas être hébergeur de blockchain. En soi, tu es hébergeur même de transmission de données Internet, mais pour parler plutôt Web3, tu es hébergeur de validateurs. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir
Lido Finance qui vont se décentraliser et venir sur les petits serveurs, valider des transactions. Et toi, tu vas prendre un petit frais parce qu'en fait, Lido Finance, s'ils viennent sur l'infrastructure Frigom, le particulier va gagner plus en pourcentage sur ses Ethereum. Lido Finance, comme ils prennent une commission, ils vont gagner plus. Et puis, Frigom va gagner une petite partie pour ce service. Et du coup, c'est vraiment des deals gagnant-gagnant partout. Donc, c'est des petits boîtiers qui permettent d'être installés chez le particulier, de devenir hébergeur de validateurs et d'avoir une sorte de revenu passif sur toutes les transmissions de données qui passent par ton infrastructure. Ouais. Donc ça marche comme un. Est-ce que c'est proof of stake du coup un petit peu l'idée c'est ça, c'est faut avoir du FRG, on va avoir un peu cette monnaie et là pouvoir la stacker ou même sans ça en fait juste en ayant le boîtier, on valide des transactions donc on gagne. Ouais, alors on va dire le token aujourd'hui. Alors pareil, tout ce qui est tokenomics, on travaille avec des gens assez compétents et ça va être publié publiquement d'ici quelques semaines. Concrètement, le token, c'est un utility token et c'est plutôt sur une stratégie de déploiement du boîtier où au lieu d'acheter ton boîtier, pareil, ça c'est une idée assez disruptive et que Bernard, depuis 4 ans, il pense à ça, il a développé plein de choses, etc. Concrètement, le boîtier, pour pas donner de chiffres et pas s'engager d'un point de vue combien ça coûte, etc., le boîtier va être, on va dire, distribué gratuitement pour le particulier. Concrètement, le particulier va devoir acheter du token FRG, stacker un certain montant pour être éligible à devenir hébergeur. Le particulier va gagner de l'argent sur son stacking de tokens. Donc, bien sûr, on est sur un token, donc c'est soumis à de la spéculation, donc offre et demande. Donc là, il n'y a pas de garantie de voilà, tu gagnes tant, etc. Et ensuite, on va dire, le particulier va bloquer ses fonds. Voilà, il n'y a pas de période à donner, mais on parle peut-être de 1 an, un peu plus, de blocage de ses fonds. Ça permet à Frigom d'avoir une certaine trésorerie pour financer le boîtier et envoyer le boîtier gratuitement chez le particulier. Donc, à l'inverse d'un mineur de Bitcoin, alors on n'est pas du tout là-dessus, hein. Là, on est sur être hébergeur de validateurs, donc il n'y a pas de puissance de calcul, donc le truc qui consomme quasiment rien, etc. C'est vraiment un serveur classique. Enfin, classique, bon, il y a des composants assez poussés dessus. Mais du coup, tu reçois ton serveur chez toi et tu vas héberger des validateurs. Donc, c'est bien Frigom qui l'a financé. Donc, toi, en tant qu'hébergeur, que particulier, tu gagnes de l'argent sur ton stacking. Ton argent est bloqué à un certain temps. Et en plus de ça, tu reçois chez toi un serveur qui va te générer des revenus passifs. Mais ce serveur, tu ne l'as pas payé. C'est pas comme Helium Network ou même des petits mineurs chez toi où tu dois être break-even. Donc, tu vas acheter le truc, tu dois miner ou stacker, peu importe, pendant 1 an et demi. Et ensuite, tu es break-even. Et là, tu gagnes réellement de l'argent. Là, ce boîtier, tu ne l'as pas payé. Tu as juste bloqué un certain montant qui a permis à Frigom d'auto-financer ce petit serveur, de te l'envoyer chez toi. Et pourquoi Frigom peut faire ça? Parce qu'en fait, un petit serveur, ça génère quand même pas mal d'argent. Une grande partie, c'est pour Frigom et une petite partie, c'est pour l'hébergeur. Donc l'hébergeur, il gagne des revenus sur son stacking. Il peut récupérer son argent au bout d'une certaine durée. Et puis ensuite, il a ce petit serveur qui lui a revenu à zéro, juste en bloquant de l'argent, et qui lui génère aussi des revenus passifs. Donc c'est vraiment des deals très gagnant-gagnant sur tous les bords. Ah, et ouais, puis tu as vraiment cette notion de entre guillemets plug and play, c'est très facile, il n'y a pas besoin de les mettre, de les refroidir, de les mettre dans une pièce spéciale, Ouais. etc., mettre des ventilos, enfin voilà, c'est Ouais, très facile. Tu le branches. ouais, ça c'est les mineurs de Bitcoin, on va dire. Mais même pour parler de Helium Network, donc c'est des petits boîtiers que tu mets chez toi. Helium Network, c'est quand même compliqué parce que de un, en fait, tu n'achètes pas directement le boîtier à Helium, tu achètes à des revendeurs, tu Ouais. récupères ton boîtier, tu installes le programme Helium, tu installes ton wallet. En bref, c'est compliqué. En plus de ça, depuis qu'Helium ils sont passés sur la blockchain Solana, il y a des gros problèmes sur leur infrastructure et ça marche beaucoup moins. Et en plus de ça, Helium, on parle plutôt de on va dire layer 1 par exemple, mais Ouais. enfin rien à voir. Tu vois. Nous, on est vraiment layer Mmh. -3. Donc, soit d'un point de vue particulier, tu gagnes beaucoup plus d'argent qu'un Helium Network. Tu n'as pas besoin d'être break-even. Tu participes à un truc vraiment utile. Donc, en Ouais. fait, tu permets de scaler toutes les blockchains en proof of stake. Tu as un revenu passif en plus.
et tu scales aussi tout Internet par la suite. Donc, tu as de l'utilité, tu gagnes plus, c'est plus simple. Donc, c'est vraiment un package assez gagnant-gagnant. Et juste avec le peu de marketing qu'il y a eu jusque-là, du coup, on a tiré pas mal de gros acteurs du Web3. Et rien que d'un point de vue communautaire, les gens sont très hypés et les gens, ils ont hâte que ça soit disponible, quoi. Ah, c'est clair. Et encore, là, on parle que la partie B2C. Le produit B2B, est-ce qu'on peut en parler aussi? Ou Rapidement, pas? le B2B, Rapidement? Ouais. ça tourne autour de la même chose. On a Rina, comment on l'incorpore dans du coup du proof of work? Eh bien, il faut de la puissance de calcul. Donc là, c'est une offre qui s'adresse aux professionnels, donc principalement aux fermes de minage. On leur propose je ne vais pas dire le nom pour pas trop en dire, mais on leur propose une nouvelle façon de miner. Pareil, soit en changeant toute leur ferme de minage, soit en faisant un truc plug and play. Et concrètement, c'est incorpore Rina chez eux, rapidement, hein, bien sûr. Et puis, ça leur permet de consommer beaucoup moins et voire de miner un petit peu plus. Donc, au final, c'est un truc très rentable pour eux. Et de toute façon, ça, dès que ça va être dispo, je pense, d'ici, pareil, cet été, au final, il y a tout qui se coordonne un petit peu, même si vraiment le but de base, c'est hébergeur de validateur de proof of stake, donc le produit particulier. Il y a quand même un petit peu de demande sur le proof of work. Donc voilà, suivant la demande, l'équipe va se grandir pour déployer ça. Mais du coup, il y aura pas mal de communication d'un point de vue proof of work, parce que justement, tu as des choses à montrer et des choses concrètes qui parlent aux gens, c'est-à-dire combien tu mines, combien tu consommes en électricité, quel est ton ROI, quelle est ta puissance de hash. Donc au final, tu as des trucs à montrer. Et Ouais. du coup, potentiellement, il y aura pas mal de trucs marketing, on va dire, à filmer la structure dans les fermes de minage, etc. Donc, ce sera publié, je pense, d'ici cet été aussi. En tout cas, ouais, ouais, ça avance vraiment très, très vite parce que on en a parlé ensemble, peut-être il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et il y avait que le premier, il y a que le produit B2C en tout cas, que moi j'avais vu. Là, je vois ce produit, voilà, B2B qui a l'air d'être juste incroyable aussi. Donc, on voit qu'en tout cas, il y a vraiment cette hype qui est en train de monter, à la fois du côté de l'équipe, donc, de vous, et aussi comme il y a des personnes de l'extérieur, des advisors bien connus et super compétents qui vous rejoignent. Je pense que les réunions doivent être bien. Ça doit partir dans tous les sens et il y a plein d'idées qui peuvent se build. Et en Ouais. gros, quels sont un peu les next steps du coup pour vous, pour Frigom? Je sais que vous êtes Frigom, il est en levée de fonds. C'est quoi un petit peu les next steps? Voilà, du coup, moi, je m'occupe de la levée de fonds, donc à pitcher un petit peu à droite à gauche. Aussi, l'important, c'est d'avoir une levée de fonds aussi avec des petits investisseurs qui permettent que chacun ajoute un peu sa patte à l'édifice. Par exemple, sur ma chaîne Crypto d'Épine France, en fait, il y a 2 actionnaires de Frigom qui font aussi des vidéos avec moi. Donc, ça permet de chacun contribuer à une boîte où tu es actionnaire, où tu as des pourcentages. Euh, Ouais, le but, c'est de faire rentrer des acteurs aussi qui vont favoriser le développement de la boîte. Donc ça, c'est vraiment le next step. Et là, comme je t'ai dit, dans 10 jours, on va sur Paris, il y a Paris Blockchain Week. Pareil, là, on va pitcher sur des side events, etc. Il y a un mois, on était à NFT Paris, on avait un petit stand de side event. Donc, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup d'acteurs nous découvrent. Et pour l'instant, j'ai envie de dire, tu as vraiment zéro budget marketing. On va dire le Ouais, seul budget marketing, mais qui coûte zéro, du coup, c'est moi qui ouais. en parle un petit peu à droite à gauche. Mais là, dès que la levée de fonds est clôturée d'ici quelques semaines, là, le marketing, ça va commencer à lancer. Donc, Twitter, etc., il y a la hype qui va monter assez forte. Surtout que en crypto, tu parles d'un petit boîtier stylé avec des petites lumières. Hmm. Les gens, ils sont directement intrigués, puisqu'en crypto, on est tout le temps c'est des chiffres sur un ordinateur. Donc, si tu as Ouais, un truc concret chez toi, tu dis, ah ouais, c'est pas un scam, tu vois. ouais, Tu dis, 100%. ah, il y a vraiment un truc. Donc, au final, la hype est vraiment facile à monter. C'est pour ça que le narratif d'Épine aussi, ça parle un peu à tout le monde. Même si d'Épine, le mot infrastructure, physique, décentralisé, tu comprends pas. Tu dis aux gens, j'ai un petit boîtier, je le mets chez moi, et ça sert à quelque chose. Les gens, ils tiltent un peu plus et ils comprennent. Donc, voilà, c'est vraiment là le next step. Ensuite, moi, je continue, on va dire, d'un point de vue partenariat médiatique où je me rends sur pas mal d'événements pour trouver des partenaires, trouver des choses à faire.
le but de Freegum, c'est qu'une fois que tu as ton infrastructure, eh bien, ça ne sert à rien de vouloir tout déployer. Il y a des acteurs qui sont très bons là-dedans, donc autant les faire venir sur ton infra. Donc le but, voilà, c'est de faire connaître le projet, de faire des partenariats à droite à gauche. Donc ça, moi, en tout cas, c'est mon next step. Et puis côté Freegum, c'est le déploiement de ces petits boîtiers qui devrait se faire à peu près cet été, suivant les conditions de marché. Et puis, une fois que l'infrastructure est lancée, voilà, il y a beaucoup de choses à faire où je ne peux pas forcément trop en dire sur le next Ouais. step, mais il faut juste se dire en tête, tu as une infrastructure qui permet de faire de la transmission de données. Qu'est-ce que tu peux faire? Alors, je peux dire des choses que Bernard a dit dans le podcast. On parle de villes intelligentes. Aujourd'hui, les villes Mhm. intelligentes, eh bien, il y en a très peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça coûte beaucoup d'argent. Une ville intelligente, c'est quoi? C'est récupérer de la data instantanée et de la mettre à profit de la circulation, de choses comme ça, tu vois. Et ça coûte beaucoup d'argent. Mais si Freegum a cette infrastructure décentralisée chez les particuliers, donc au plus proche de la data, j'ai envie de dire, voilà, on peut parler de circulation, c'est le plus simple à comprendre. Ok, si tu as de la data instantanée grâce à ces petits boîtiers dans la ville, bah, au final, la ville n'a pas besoin de payer le moindre euro pour déployer une infra parce que l'infra est déjà là. Donc, Ouais. c'est des partenariats qui se font et qui permet d'avoir beaucoup de possibilités à terme. Même si on parle d'Helium, voilà, c'est pas pour en dire trop, mais Helium Network, ils ont leur petit boîtier déployé et ils ont lancé Helium, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bref, c'est un forfait de téléphone mobile. Yes. Après, ils passent par la 5G. Dans New York, ça passe pas parce que tu as trop de building. Freegum, il Ah. passe en Wi-Fi 7 plutôt, donc un truc qui fonctionne beaucoup mieux. Bref, c'est des trucs différents, mais voilà, Ouais, mais quand tu c'est as ton intéressant. infrastructure, Ouais. quelque chose. Ouais, c'est intéressant parce que, enfin, tu dis, tu fais le comparatif parce qu'aujourd'hui, c'est le seul projet, entre guillemets, sérieux, qui a bien marché, qui est connu, sur lequel les gens vont sûrement avoir des points de comparaison. Donc, tu fais bien Oui. de les citer. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que c'est vraiment un projet. Voilà, ça fait, je crois, 5 ans que Bernard, il est dessus. C'est vraiment un passionné de technologie. Il a même il a obtenu un brevet pour justement l'aspect aussi serrure intelligente couplée à un serveur. Ouais, Ah ouais, ça c'est son premier brevet qu'il a déposé. Et après, en fait, dans la tech, justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose sur Internet. Parce que tant que la partie R&D est en construction, en fait, tu n'as pas intérêt à le déployer au public. Et aujourd'hui, tout ce qui est déployé, pareil, c'est pour ça que je fais attention, c'est que des brevets ont été déposés, Mhm. euh, la concurrence a été checkée, etc. Donc voilà, il faut se déployer petit à petit. Je t'ai donné Mhm. des pistes sur ce qui peut se Ouais, faire bien sûr. après. Ouais, bien Mais sûr. c'est quelque chose de très, très big qui peut révolutionner clairement l'utilisation d'Internet. Donc, ça touche quasiment tout le monde, quoi. Ouais. Ouais, et je trouve qu'à la fois, en fait, ce qui est super, c'est qu'à la fois, c'est un projet tech qu'on peut tous comprendre, même si on n'est pas Web3 expert, etc. Parce qu'en final, ben voilà, on comprend que on va faciliter la façon dont l'information elle est traitée, etc. Donc, à la fois pour le comprendre, ben, ça reste quand même simple, entre guillemets, quand on s'y penche dessus. Et à la fois aussi, tu as l'utilisation qui est aussi simple, qui est très bien simplifiée avec voilà, j'ai mon petit boîtier, tout le monde peut avoir son petit boîtier, le brancher chez soi. Les gens, ils arrivent bien à avoir Alexa et le mettre dans leur salon. Bah, ils peuvent très bien avoir le Free Home et le mettre dans leur salon, le brancher. Et il y a là, entre guillemets. Donc, Ouais. Après, pour c'est. comparer avec Alexa, où Ouais, justement, Alexa, c'est Web 2, et bon, il y a pas mal de questionnements sur tes datas, tes données personnelles. Là, on est ouais. sur du Web 3, où bah, la personne, le but, on en revient un peu à l'idée initiale, où d'avoir une blockchain privée en interne, en local dans ta maison, donc tu as ta blockchain privée. En fait, toutes tes datas sont sur ta propre blockchain, Ouais. donc ce qui permet de maîtriser vraiment là-dessus. Je parlais de villes connectées pour avoir de la data instantanée, mais ce n'est pas de la data personnelle, c'est de la data environnementale qui ne sont pas tes données personnelles. Donc là-dessus, c'est vraiment, tu es détenteur à 100% et même de ta propre blockchain à peu près de tes données. Donc c'est vraiment un truc très, très interne et très sécurisé, quoi. Ouais, ça reste un projet, c'est important de le dire, comme tu dis, c'est décentralisé. Et tu Oui, as tous les avantages de la décentralisation, à savoir, bah, voilà, tout ce qui est data, les données, elles sont sécurisées.
Il n'y a pas de problème. Alexa, on ne sait pas trop Ouais, ce qu'elle écoute, ce qu'elle écoute pas au final. ouais, c'est ça, c'est ça. Trop bien. Bah écoute, super. Franchement, on a fait un bon tour. C'était super bien. Je voulais vraiment qu'on parle aussi de ce projet qui moi, je trouve est incroyable. Un petit mot de la fin sur lequel soit tu veux revenir ou quelque chose que tu veux ajouter, ou ça peut être un mantra, quelque chose qui, toi, t'a aidé dans ta vie perso ou d'investisseur, un truc peut-être rien à voir avec tout ce dont on a parlé pour terminer sur cet épisode. Ouais, carrément. Bah, moi, j'aimerais parler un petit peu du Dépine. Donc le narratif. Donc, le narratif, c'est une industrie en crypto-monnaie. Ces 2 dernières années, on a vu l'intelligence artificielle exploser d'un point de vue société, d'un point de vue crypto. Je rappelle que la crypto, c'est purement spéculatif et il y a beaucoup de personnes qui pensent encore que détenir une crypto, tu détiens un bout de la société, mais c'est pas Hmm. vrai. Donc, faites attention sur le point de vue spéculatif. Mais bref, on a vu l'utilisation de l'IA plus les boîtes d'un point de vue spéculatif exploser sur l'IA. Aujourd'hui, on arrive un peu à une limite de, OK, aujourd'hui, l'IA, pour que ça continue à se déployer, à se développer, ça nécessite beaucoup de puissance. Et cette puissance de calcul, bah, par les infrastructures aujourd'hui, par exemple Amazon Web Services, les trucs comme ça, il y a une certaine limite parce que ça stagne et on ne peut pas aller plus haut. Donc, ça passe par le narratif d'Epine, à aller piocher de façon décentralisée de la puissance pour favoriser l'expansion de l'IA. Donc, quand je parle de Tépine, grossièrement, il y a 2 grosses branches, vraiment pour illustrer très simplement. On va dire que tu as des petits boîtiers que tu mets chez toi et tu as tout ce qui est GPU décentralisé où tu as des boîtes qui vont te dire, OK, Intel, tu as besoin de puissance pour développer ton IA. Bah tiens, on te propose via notre intermédiaire d'aller chercher chez ce particulier de la puissance de calcul qu'il n'utilise pas. C'est pour ça qu'en Epine, on a des applications, des trucs comme ça où on met à disposition notre bande Hmm. passante, notre puissance de calcul, etc., pour leur fournir à eux. Voilà, il y a des petits boîtiers ou bien soit des GPU décentralisés. Et du coup, c'est vraiment cette dimension-là qu'il faut comprendre, c'est l'IA a explosé. Le Dépine, pour moi, est quand même sous-évalué aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a vraiment un pari à jouer là-dessus. Donc, d'un point de vue spéculatif ou peu importe. Mais pour que l'IA continue à se déployer, si on pense que l'IA va continuer, bah, il y a vraiment une nécessité sur le Dépine. Donc, vraiment, je pense qu'il ne faut pas louper ce narratif sur les prochains mois, les prochaines années. Ouais, c'est quelque chose qui va permettre ouais, d'encore plus faire grandir ça, encore plus aider à se développer toutes ces techs pour que ça soit que ça la plus saine possible et qu'elle fonctionne du mieux possible. Donc, pour tous les gens qui aiment la tech, en tout cas, vous êtes au Oui, bon endroit. c'est ça. Bon, bah, trop bien, trop bien. Et ben écoute, en tout cas, merci beaucoup, Elliot, franchement, pour toute la valeur, pour tout ce que tu as partagé avec les auditeurs. C'est vraiment top. Yes. Vraiment, ouais, vraiment cool. Super vibe. Et on a hâte, en tout cas, on va bien suivre le projet. On va mettre tous les liens en description pour que les gens puissent voir ça. Super. Merci Trop pour cool. l'invitation. Et ben avec grand plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao. Allez, ciao.